Comptons ce qui me reste. 3 jours de délai après l'arrêt prononcé pour le pourvoi en cassation. 8 jours d'oubli au parquet de la cour d'assises, après quoi les pièces, comme ils disent, sont envoyées au ministre. 15 jours d'attente chez le ministre qui ne sait seulement pas qu'elles existent et qui cependant est supposé les transmettre après examen à la cour de cassation. Là, classement, numérotage, enregistrement, car la guillotine est encombrée et chacun ne doit passer qu'à son tour. 15 jours pour veiller à ce qu'il ne vous soit pas fait de passe-droit. Enfin, la cour s'assemble, d'ordinaire un jeudi, rejette 20 pourvois en masse et renvoie le tout au ministre, qui renvoie au procureur général, qui renvoie au bourreau, 3 jours. Le matin du 4e jour, le substitut du procureur général se dit, en mettant sa cravate, « Il faut pourtant que cette affaire finisse. » Alors si le substitut du greffier n'a pas quelques déjeuners d'amis qui l'en empêchent, l'ordre d'exécution est minuté, rédigé, mis au net, expédié, et le lendemain, dès l'aube, on entend, dans la place de Grève, clouer une charpente, et dans les carrefours hurler à pleine voix des crieurs enroués. En tout 6 semaines. La petite fille avait raison. Or voilà 5 semaines au moins, 6 peut-être. Je n'ose compter que je suis dans ce cabanon de Bicêtre, et il me semble qu'il y a 3 jours, c'était jeudi. Je viens de faire mon testament. À quoi bon? Je suis condamnée aux frais, et tout ce que j'ai y suffira à peine. La guillotine, c'est fort cher. Je laisse une mère, je laisse une femme, je laisse un enfant. Une petite fille de 3 ans, douce, rose, frêle, avec de grands yeux noirs et de longs cheveux châtains. Elle avait 2 ans et 1 mois quand je l'ai vue pour la dernière fois. Ainsi, après ma mort, 3 femmes, sans fils, sans mari, sans père, 3 orphelines de différentes espèces, 3 veuves du fait de la loi. J'admets que je sois justement punie. Ces innocentes qu'ont-elles fait? N'importe. On les déshonore, on les ruine. C'est la justice. Ce n'est pas que ma pauvre vieille mère m'inquiète. Elle a 64 ans, elle mourra du coup. Ou, si elle va quelques jours encore, pourvu que jusqu'au dernier moment, elle ait un peu de cendre chaude dans sa chaufferette, elle ne dira rien. Ma femme ne m'inquiète pas non plus, elle est déjà d'une mauvaise santé et d'un esprit faible, elle mourra aussi. À moins qu'elle ne devienne folle, on dit que cela fait vivre, mais du moins l'intelligence ne souffre pas, elle dort, elle est comme morte. Mais ma fille, mon enfant, ma pauvre petite Marie, qui rit, qui joue, qui chante à cette heure et ne pense à rien, c'est celle-là qui me fait mal. Voici ce que c'est que mon cachot. 8 pierres carrées, 4 murailles de pierre de taille qui s'appuient à l'angle droit sur un pavé de dalles exhaussées d'un degré au-dessus du corridor extérieur. À droite de la porte, en entrant, une espèce d'enfoncement qui fait la dérision d'une alcôve, on y jette une botte de paille où le prisonnier est censé reposer et dormir, vêtu d'un pantalon de toile et d'une veste de coutil, hiver comme été. Au-dessus de ma tête, en guise de ciel, une noire voûte en ogive, c'est ainsi que cela s'appelle, à laquelle d'épaisses toiles d'araignée pendent comme des haillons. Du reste, pas de fenêtre, pas même de soupirail, une porte où le fer cache le bois. Je me trompe, au centre de la porte vers le haut, une ouverture de 9 pouces, carrée, coupée d'une grille en croix, et que le guichetier peut fermer la nuit. Au dehors, un assez long corridor éclairé, aéré, au moyen de soupiraux étroits, au haut du mur, et divisé en compartiments de maçonnerie qui communiquent entre eux par une série de portes cintrées et basses. Chacun de ces compartiments sert en quelque sorte d'antichambre à un cachot pareil au mien. C'est dans ces cachots que l'on met les forçats condamnés par le directeur de la prison à des peines de discipline. Les 3 premiers cabanons sont réservés aux condamnés à mort, parce qu'étant plus voisins de la geôle, ils sont plus commodes pour le geôlier. Ces cachots sont tout ce qui reste de l'ancien château de Bicêtre, tel qu'il fut bâti dans le XVe siècle par le cardinal de Winchester, le même qui fit brûler Jeanne d'Arc. J'ai entendu dire cela à des curieux qui sont venus me voir l'autre jour dans ma loge et qui me regardaient à distance comme une bête de la ménagerie. Le guichetier a eu 100 sous. J'oubliais de dire qu'il y a nuit et jour un factionnaire de garde à la porte de mon cachot et que mes yeux ne peuvent se lever vers la lucarne carrée sans rencontrer 2 yeux fixes toujours ouverts. Du reste, on suppose qu'il y a de l'air et du jour dans cette boîte de pierre. Puisque le jour ne paraît pas encore, que faire de la nuit? Il m'est venu une idée. Je me suis levée et j'ai promené ma lampe sur les 4 murs de ma cellule.
Ils sont couverts d'écritures, de dessins, de figures bizarres, de noms qui se mêlent et s'effacent les uns les autres. Il semble que chaque condamné ait voulu laisser trace ici du moins. C'est du crayon, de la craie, du charbon, des lettres noires, blanches, grises, souvent de profondes entailles dans la pierre çà et là, des caractères rouillés qu'on dirait écrits avec du sang. Certes, si j'avais l'esprit plus libre, je prendrais intérêt à ce livre étrange qui se développe page à page, à mes yeux, sur chaque pierre de ce cachot. J'aimerais à recomposer un tout de ces fragments de pensée éparses sur la dalle, à retrouver chaque homme sous chaque nom, à rendre le sens et la vie à ces inscriptions mutilées, à ces phrases démembrées, à ces mots tronqués, corps sans tête comme ceux qui les ont écrits. À la hauteur de mon chevet, il y a 2 cœurs enflammés, percés d'une flèche, et au-dessus, amour pour la vie. Le malheureux ne prenait pas un long engagement. À côté, une espèce de chapeau à 3 cornes avec une petite figure grossièrement dessinée au-dessous et ces mots « Vive l'empereur, 1824 ». Encore des cœurs enflammés avec cette inscription caractéristique dans une prison. « J'aime et j'adore. Mathieu Danvin, Jacques ». Sur le mur opposé, on lit ce nom, Papavoine. Le P majuscule est brodé d'arabesques et enjolivé avec soin. Un couplet d'une chanson obscène, un bonnet de liberté sculpté assez profondément dans la pierre avec ceci dessous, Boris, la République. C'était un des 4 sous-officiers de La Rochelle, pauvre jeune homme, que leurs prétendues nécessités politiques sont hideuses. Pour une idée, pour une rêverie, pour une abstraction, cette horrible réalité qu'on appelle la guillotine. Et moi qui me plaignais, moi misérable, qui ai commis un véritable crime, qui ai versé du sang. Je n'irai pas plus loin dans ma recherche. Je viens de voir crayonner en blanc au coin du mur une image épouvantable, la figure de cet échafaud qui, à l'heure qu'il est, se dresse peut-être pour moi. La lampe a failli me tomber des mains. Je suis revenue m'asseoir précipitamment sur ma paille, la tête dans les genoux, puis mon effroi d'enfant s'est dissipé, et une étrange curiosité m'a repris de continuer la lecture de mon mur. À côté du nom de Papavoine, j'ai arraché une énorme toile d'araignée, tout épaissie par la poussière étendue à l'angle de la muraille. Sous cette toile, il y avait 4 ou 5 noms parfaitement lisibles parmi d'autres dont il ne reste rien qu'une tache sur le mur. Dautin 1815, Poulain 1818, Jean Martin 1821, Castin 1823. J'ai lu ces noms, et de lugubres souvenirs me sont venus. Dautin, celui qui a coupé son frère en quartier et qui allait la nuit dans Paris jetant la tête dans une fontaine et le tronc dans un égout. Poulain, celui qui a assassiné sa femme. Jean Martin, celui qui a tiré un coup de pistolet à son père au moment où le vieillard ouvrait une fenêtre. Castin, ce médecin qui a empoisonné son ami et qui, le soignant dans cette dernière maladie qu'il lui avait faite, eut lieu de remède lui redonner du poison. Et auprès de ceux-là, Papavoine, l'horrible fou, qui tuait les enfants à coups de couteau sur la tête. Voilà, me disais-je, et un frisson de fièvre me montait dans les reins. Voilà quels ont été avant moi les hôtes de cette cellule. C'est ici, sur la même dalle où je suis, qu'ils ont pensé leur dernière pensée, ces hommes de meurtre et de sang. C'est autour de ce mur, dans ce carré étroit, que leurs derniers pas ont tourné comme ceux d'une bête fauve. Ils se sont succédés à de courts intervalles. Il paraît que ce cachot ne désemplit pas. Ils ont laissé la place chaude, et c'est à moi qu'ils l'ont laissée. J'irai à mon tour les rejoindre au cimetière de Clamart, où l'herbe pousse si bien. Je ne suis ni visionnaire ni superstitieux. Il est probable que ces idées me donnaient un accès de fièvre, mais pendant que je rêvais ainsi, il m'a semblé tout à coup que ces noms fatals étaient écrits avec du feu sur le mur noir. Un tintement de plus en plus précipité a éclaté dans mes oreilles. Une lueur rousse a rempli mes yeux, et puis il m'a apparu que le cachot était plein d'hommes étranges qui portaient leur tête dans leur main gauche et la portaient par la bouche, parce qu'il n'y avait pas de chevelure. Tous me montraient le poing, excepté le parricide. J'ai fermé les yeux avec horreur. Alors, j'ai tout vu plus distinctement. Rêve, vision, réalité, je serais redevenu fou si une impression brusque ne m'eût réveillé à temps. J'étais près de tomber à la renverse lorsque j'ai senti se traîner sur mon pied nu un ventre froid et des pattes velues. C'était l'araignée que j'avais dérangée et qui s'enfuyait. Cela m'a dépossédé. Oh, les épouvantables spectres! Non, c'était une fumée, une imagination de mon cerveau vide et convulsif. Chimère à la Macbeth,
Les morts sont morts, ceux-là surtout. Ils sont bien cadenassés dans le sépulcre. Ce n'est pas là une prison dont on s'évade. Comment se fait-il donc que j'ai eu peur ainsi? La porte du tombeau ne s'ouvre pas en dedans. J'ai vu ces jours passés une chose hideuse. Il était à peine jour et la prison était pleine de bruit. On entendait ouvrir et fermer des lourdes portes, grincer des verrous et les cadenas de fer, carillonner les trousseaux de clés entrechoqués à la ceinture des geôliers, trembler les escaliers du haut en bas, sous des pas précipités et des voix s'appeler et se répondre des deux bouts des longs corridors. Mes voisins de cachot, les forçats en punition, étaient plus gais qu'à l'ordinaire. Tout Bicêtre semblait rire, chanter, courir, danser. Moi, seul, muet dans ce vacarme, seul immobile dans ce tumulte, étonné et attentif, j'écoutais. Un geôlier passa. Je me hasardai à l'appeler et à lui demander si c'était fête dans la prison. « Fête si l'on veut, me répondit-il. C'est aujourd'hui qu'on fait les forçats qui doivent partir demain pour Toulon. Voulez-vous voir? Cela vous amusera. » C'était en effet pour un reclus solitaire une bonne fortune qu'un spectacle si odieux qu'il fût. J'acceptai l'amusement. Le guichetier prit les précautions d'usage pour s'assurer de moi, puis me conduisit dans une petite cellule vide et absolument démeublée, qui avait une fenêtre grillée, mais une véritable fenêtre à hauteur d'appui et à travers laquelle on apercevait réellement le ciel. « Tenez, me dit-il, d'ici vous verrez et vous entendrez. Vous serez seul dans votre loge comme le roi. » Puis il sortit et referma sur moi serrure, cadenas et verrous. La fenêtre donnait sur une cour carrée, assez vaste, et autour de laquelle s'élevaient les quatre côtés comme une muraille, un grand bâtiment de pierre de taille à 6 étages. Rien de plus dégradé, de plus nu, de plus misérable à l'œil que cette quadruple façade percée d'une multitude de fenêtres grillées auxquelles se tenaient collés, du bas en haut, une foule de visages maigres et blêmes, pressés les uns au-dessus des autres, comme les pierres d'un mur, et tous pour ainsi dire encadrés dans les entrecroisements des barreaux de fer. C'étaient les prisonniers, spectateurs de la cérémonie, en attendant leur jour d'être acteurs. On eût dit des âmes en peine aux soupiraux du purgatoire qui donne sur l'enfer. Tous regardaient en silence la cour vide encore. Ils attendaient, parmi ces figures éteintes et mornes, çà et là, brillaient quelques yeux perçants et vifs comme des points de feu. Le carré de prison qui enveloppe la cour ne se referme pas sur lui-même. Un des 4 pans de l'édifice, celui qui regarde le levant, est coupé vers son milieu et ne se rattache au pan voisin que par une grille de fer. Cette grille s'ouvre sur une seconde cour, plus petite que la première, et comme elle, bloquée de murs et de pignons noirâtres. Tout autour de la cour principale, les bancs de pierre s'adossent à la muraille. Au milieu se dresse une tige de fer courbée, destinée à porter une lanterne. Midi sonna. Une grande porte cochère, cachée sous un enfoncement, s'ouvrit brusquement. Une charrette escortée d'espèces de soldats sales et honteux en uniforme bleu, à épaulettes rouges et à bandoulière jaune, entra lourdement dans la cour avec un bruit de ferraille. C'étaient la chiourme et les chaînes. Au même instant, comme si ce bruit réveillait tout le bruit de la prison, les spectateurs des fenêtres jusqu'alors silencieux et immobiles éclatèrent en cris de joie, en chansons, en menaces, en imprécations, mêlés d'éclats de rire poignants à entendre. On eût cru voir des masques de démons. Sur chaque visage parut une grimace, tous les poings sortirent des barreaux, toutes les voix hurlèrent, tous les yeux flamboyèrent, et je fus épouvanté de voir tant d'étincelles reparaître dans cette cendre. Cependant les argousins, parmi lesquels on distinguait à leurs vêtements propres et à leur effroi quelques curieux venus de Paris, les argousins se mirent tranquillement à leur besogne. L'un d'eux monta sur la charrette et jeta à ses camarades les chaînes, les colliers de voyage et les liasses de pantalons de toile. Alors ils se dépecèrent le travail. Les uns allèrent étendre dans un coin de la cour les longues chaînes qu'ils nommaient dans leur argot les ficelles, les autres déployèrent sur le pavé les taffetas, les chemises et les pantalons, tandis que les plus sagaces examinaient un à un, sous l'œil de leur capitaine, petit vieillard trapu, les carcans de fer, qu'ils éprouvaient ensuite en les faisant étinceler sur le pavé. Le tout aux acclamations railleuses des prisonniers, dont la voix n'était dominée que par les rires bruyants des forçats, pour qui cela se préparait, et qu'on voyait relégués aux croisées de la vieille prison qui donne sur la petite cour.
Quand ces apprêts furent terminés, un monsieur brodé en argent, qu'on appelait monsieur l'inspecteur, donna un ordre au directeur de la prison, et un moment après, voilà que 2 ou 3 porte-basses vomirent presque en même temps, et comme par bouffées dans la cour, des nuées d'hommes hideux, hurlant et déguenillés. C'étaient les forçats. À leur entrée, redoublement de joie aux fenêtres. Quelques-uns d'entre eux, les grands noms du bagne, furent salués d'acclamations et d'applaudissements qu'ils recevaient avec une sorte de modestie fière. La plupart avaient des espèces de chapeaux tressés de leurs propres mains avec la paille du cachot, et toujours d'une forme étrange, afin que dans les villes où l'on passerait le chapeau fît remarquer la tête. Ceux-là étaient plus applaudis encore. Un surtout excita des transports d'enthousiasme, un jeune homme de 17 ans qui avait un visage de jeune fille. Il sortait du cachot où il était au secret depuis 8 jours. De sa botte de paille, il s'était fait un vêtement qui l'enveloppait de la tête aux pieds, et il entra dans la cour en faisant la roue sur lui-même avec l'agilité d'un serpent. C'était un baladin condamné pour vol. Il y eut une rage de battements de mains et de cris de joie. Les galériens y répondaient, et c'était une chose effrayante que ces échanges de gaieté entre les forçats en titre et les forçats aspirants. La société avait beau être là, représentée par les geôliers, les curieux épouvantés, le crime la narguait en face, et de ce châtiment horrible faisait une fête de famille. À mesure qu'ils arrivaient, on les poussait entre 2 haies de garde-chiourme dans la petite cour grillée où la visite des médecins les attendait. C'est là que tous tentaient un dernier effort pour éviter le voyage, alléguant quelque excuse de santé, les yeux malades, la jambe boiteuse, la main mutilée. Mais presque toujours on les trouvait bons pour le bagne. Et alors chacun se résignait avec insouciance, oubliant en peu de minutes sa prétendue infirmité de toute la vie. La grille de la petite cour se rouvrit, un gardien fit l'appel par ordre alphabétique, et alors ils sortirent un à un, et chaque forçat s'alla ranger debout, dans un coin de la grande cour, près d'un compagnon donné par le hasard de sa lettre initiale. Ainsi chacun se voit réduit à lui-même, chacun porte sa chaîne pour soi, côte à côte avec un inconnu, et si par hasard un forçat a un ami, la chaîne l'en sépare. Dernière des misères. Quand il y en eut à peu près une trentaine de sorties, on referma la grille. Un argousin les aligna avec son bâton, jeta devant chacun d'eux une chemise, une veste et un pantalon de grosse toile, puis fit un signe, et tous commencèrent à se déshabiller. Un incident inattendu vint, comme à point nommé, changer cette humiliation en torture. Jusqu'alors le temps avait été assez beau, et si la brise d'octobre refroidissait l'air, de temps en temps aussi, elle ouvrait çà et là, dans les brumes grises du ciel, une crevasse par où tombait un rayon de soleil. Mais à peine les forçats se furent-ils dépouillés de leurs haillons de prison, au moment où ils s'offraient nus et debout à la visite soupçonneuse des gardiens et au regard curieux des étrangers qui tournaient autour d'eux pour examiner leurs épaules, le ciel devint noir, une froide averse d'automne éclata brusquement et se déchargea à torrents dans la cour carrée, sur les têtes découvertes, sur les membres nus des galériens, sur leurs misérables saillons étalés sur le pavé. En un clin d'œil, le préau se vida de tout ce qui n'était pas argousin ou galérien. Les curieux de Paris allèrent s'abriter sous les hauts vents des portes.